Bonjour à tous, je vous rappelle que ces enregistrements ont été faits tout spécialement pour les jeûneurs inscrits dans les sessions de jeûne et coaching et qui n'auraient pas pu assister directement aux exposés lors de leur session ou qui souhaitent tout simplement les réécouter. Donc ce deuxième exposé va porter sur l'immunité, l'intestin et l'alimentation. Nous allons voir au programme de ce soir quelques notions d'anatomie, de physiologie, ensuite le lien entre l'intestin et l'immunité, puis quelques notions de diététique et les aliments bénéfiques pour une bonne santé intestinale. Donc au niveau de la digestion elle-même, puisque l'intestin est un des principaux organes de la digestion, nous parlons de tube digestif parce que c'est un organe creux depuis la bouche jusqu'à l'anus. Nous avons d'abord la bouche avec la langue et les dents, les glandes salivaires, puis nous avons l'œsophage qui achemine les aliments dans l'estomac. Ensuite l'estomac lui-même, et puis l'intestin avec l'origine d'évacuation, donc l'anus. La digestion présente deux aspects différents, l'aspect mécanique de broyage des aliments, et puis un aspect chimique de décomposition, de dissolution grâce aux enzymes digestives. Les deux ont lieu simultanément et ça commence déjà au niveau de la bouche avec la mastication elle-même, le broyage par les mâchoires et les dents, puis insalivation avec les glandes salivaires, donc, qui sont au nombre de 3 paires, qui sécrètent 1,5 litre de salive par jour. Donc c'est là que va commencer la digestion des glucides et de l'amidon en particulier. Donc l'amidon, c'est une grosse molécule de sucre et cela va être découpé. Donc le but de la digestion est de découper les aliments comme un objet en Lego, un petit peu, en petites briques qu'on va décomposer pour s'en servir pour notre propre construction, pour nos propres matériaux, pour les intégrer à notre organisme. Donc ça commence au niveau de la bouche par la mastication et c'est 20% du travail de digestion qui est fait à ce niveau-là. C'est une étape très importante et c'est une action volontaire. On décide ou pas de manger et de mastiquer les aliments. Une fois qu'on a fait tout ça, on décide d'avaler. C'est encore une action volontaire et à partir de là, tout va devenir automatique. Et heureusement, puisqu'on va s'apercevoir que c'est un gros travail. La digestion représente 25% de nos dépenses énergétiques. Donc c'est un gros travail qu'on économise pendant le jeûne, donc ça libère de l'énergie pour faire autre chose. On arrive ensuite au niveau de l'œsophage, qui est un tuyau souple d'environ 25 cm de longueur et qui va acheminer les aliments qu'on a mastiqués, c'est le bol alimentaire, qui va être amené jusqu'à l'estomac en quelques secondes. Et c'est là qu'on va commencer à voir apparaître les premiers mouvements de ce qu'on appelle le péristaltisme. C'est comme un serpent qui mange une proie, c'est un mécanisme actif, l'œsophage étant une paroi musculaire. Et au niveau de l'estomac, on va avoir des mouvements lents de brassage pour bien mélanger les aliments avec le suc gastrique. Donc l'estomac va fabriquer 1 à 2 litres de suc gastrique par jour. Là, ce sont surtout la digestion des protéines, donc des viandes, des poissons qui vont être découpés. Dans l'estomac, les aliments peuvent rester que 20 minutes quand on ne mange que des fruits, par exemple. Par contre, quand on mange quelque chose de plus conséquent, comme une fondue savoyarde, par exemple, cela peut rester jusqu'à 7 heures au niveau de l'estomac. Donc, en fonction de ce qu'on mange, le temps de digestion sera plus ou moins important et la fatigue qui en découle sera également plus ou moins importante. Entre l'œsophage et l'estomac, on a le cardia, qui est un anneau circulaire, un muscle percé au milieu, qui va permettre le passage des aliments. Et on a la même chose à la sortie avec le pylore entre l'estomac et l'intestin. Donc ça va s'ouvrir périodiquement et le bol alimentaire va progressivement être amené dans l'intestin. Donc là, on est toujours à l'extérieur du corps, car il faut que les molécules rentrent au niveau sanguin pour qu'on puisse les utiliser. Et là, le bol alimentaire va être en contact avec la muqueuse de l'intestin qui mesure entre 300 et 600 mètres carrés. Donc le tri va avoir lieu à ce niveau-là et la muqueuse intestinale joue un grand rôle dans notre digestion et notre santé. Donc le découpage va continuer au niveau de l'intestin avec le découpage des glucides, des protéines et des graisses. L'intestin va également fabriquer des sucs digestifs de l'ordre de 2 litres par 24 heures auxquels viennent s'adjoindre les sucs pancréatiques.
Donc le pancréas est l'organe qui se cache derrière l'estomac, qui intervient dans la digestion et dans le découpage des protéines, des lipides et des glucides. Il va servir également à alcaliniser le bol alimentaire issu de l'estomac, car dans l'estomac, on a une sécrétion d'acide chlorhydrique, qui est un acide très puissant. Et pour éviter que ce soit agressif pour la muqueuse intestinale, le pancréas va envoyer des bicarbonates qui vont venir alcaliniser tout ça. Et il va fabriquer 1 à 3 litres de suc pancréatique par 24 heures. Donc on fabrique au total 6 à 10 litres de suc digestif par jour. Et c'est un travail très coûteux en sels minéraux, en enzymes, en cofacteurs pour fabriquer tout ça. Dans l'intestin va également être déversée la bile fabriquée par le foie. Donc la bile ne contient pas d'enzymes digestives, mais servira à solubiliser les graisses pour une meilleure digestion. Au niveau de l'intestin, pour que le choix des molécules qui vont être incorporées à notre organisme se fasse, l'intestin va se secouer dans tous les sens. Les mouvements de péristaltisme sont augmentés. Ce sont des mouvements pendulaires qui sont très importants et donc le chyme stomacal va se répandre sur toute la surface intestinale pour que l'intestin puisse jouer son rôle de filtre et il va choisir les molécules qu'il laisse passer ou pas. Donc c'est un mécanisme actif pour la plupart du temps et cette muqueuse est très importante. Elle est fragile et extrêmement fine, c'est une seule couche de cellules, c'est aussi fin que du papier à cigarette. Le bol alimentaire donc continue d'avancer au fur et à mesure pour ressortir de l'intestin grêle et pour arriver sur cette partie verte qui est le côlon. Le cadre colique, comme on dit, en forme de carré, appelé couramment le gros intestin. Là, l'essentiel du découpage a eu lieu, l'absorption des molécules qui nous intéressent a eu lieu également, et c'est là que va avoir lieu la récupération de l'eau. On a déversé 6 à 10 litres de suc digestif, donc heureusement que nous avons un système de récupération d'économie d'eau, ce qui est important, car déjà boire 1 litre d'eau est assez fastidieux pour certains, donc si on devait boire 6 à 10 litres pour compenser les pertes, ce serait très difficile. Donc le gros intestin va récupérer cette eau et en même temps, il va récupérer les sels minéraux et puis dans l'intestin, c'est là qu'on voit une grande partie de ce qu'on appelle le microbiote. C'est la flore intestinale, c'est-à-dire que nous sommes habités par un certain nombre de micro-organismes. Ils sont 100 000 milliards, ils sont 10 fois plus nombreux que nos propres cellules, qui sont, elles, au nombre de 10 000 milliards. Donc au niveau de ce gros intestin, nous avons la flore de fermentation dans l'angle colique droit, qui va surtout s'occuper de la fermentation des fibres, de la cellulose, qui est la fibre des végétaux, que nous ne savons pas digérer avec nos propres enzymes, mais ce type de fibre va servir à nourrir notre bonne flore, on en reparlera ultérieurement. Donc quand il y a un déséquilibre à ce niveau-là, cela donne des gaz qui sont très bruyants. Ils n'ont pas forcément d'odeur, mais c'est signe de déséquilibre de la flore de fermentation quand c'est excessif. Donc quand on continue d'avancer au niveau du côlon transverse, on arrive au niveau de l'angle colique gauche et c'est une flore de putréfaction. Elle va s'occuper de décomposer les protéines qui ont été mal décomposées auparavant. Et quand cette flore est déséquilibrée, quand les protéines sont mal digérées, quand elles sont en excès ou quand la flore de fermentation vient déséquilibrer ce secteur-là, cela donne des gaz qui sont extrêmement malodorants. Ils ne font pas de bruit mais sentent très mauvais. Et souvent, les deux phénomènes se conjuguent et c'est un signe d'état de dysbiose, donc de déséquilibre de la flore intestinale. Donc on continue d'avancer dans le côlon, on va arriver dans ce côlon descendant et arriver au niveau du sigmoïde et du rectum. Là, l'ampoule rectale va peu à peu se remplir avec des déchets, ce qui devient les selles, des matières qui sont à évacuer. Excusez-moi. On ne peut pas les garder car elles nous servent à rien. Donc nous avons un système de sphincter, d'anneaux circulaires, pour permettre l'évacuation des selles. Et nous allons là retrouver le contrôle de la volonté. Tout ce qui s'est passé depuis la bouche et le point d'évacuation était automatique. Et nous allons décider d'aller évacuer ou pas quand nous en ressentons le besoin. Donc c'est quelque chose d'important à respecter. Quand on a souvent des problèmes de constipation, c'est simplement parce qu'on ne respecte pas ce besoin d'évacuer. Donc du coup, il y a ordre et contre-ordre. L'organisme envoie le signal d'évacuation
Et le cerveau se dit non, je n'ai pas envie de faire ça maintenant, je verrai ça plus tard. Donc du coup, on va verrouiller l'élimination. Et à force de contrecarrer le besoin naturel, on vient dérégler cette commande neurologique. Les enfants, eux, mettent environ 2 ans pour acquérir la maîtrise de leur sphincter. Donc c'est quelque chose qui met du temps pour se mettre en place. C'est un mécanisme neurologique fragile, donc c'est important de le respecter. Donc voilà pour cette partie-là, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie et qu'on économise quand on jeûne. Donc quelques petits rappels. L'ingestion et la mastication sont des actes volontaires. Tout le reste est géré par le système nerveux parasympathique, dont on parlera tout à l'heure. Le système nerveux autonome sait ce qu'il a à faire. Ce sont des réflexes involontaires. Et on retrouve le contrôle de la volonté au niveau du sphincter externe. Donc nous allons voir maintenant quelques points plus spécifiques. La mastication d'abord. Donc c'est une étape fondamentale de la digestion, c'est 20% du travail de digestion. Tout ce qui n'est pas fait à ce niveau-là ne se rattrape pas. Quand on mastique mal, on peut avoir des morceaux très mal mastiqués qui arrivent au niveau de la muqueuse intestinale et qui viennent altérer cette muqueuse. Donc la mastication va permettre une grande partie de la digestion des glucides et va avoir un autre rôle concernant la satiété. Donc souvent quand on se sent rempli au niveau de l'estomac, on pense qu'on a assez mangé, c'est trompeur. Il n'y a pas le signal chimique émis par le cerveau qui donne un vrai signal de satiété, donc qui permet de ne pas avoir faim trop rapidement. Car on peut manger beaucoup très rapidement et 1 heure après avoir de nouveau faim parce que le signal chimique n'aura pas été déclenché. Donc pour 2 repas équivalents, un repas qui n'a pas été mastiqué fait plus grossir qu'un repas qui a été mastiqué. Donc c'est important dans la régulation du poids autant que pour la digestion elle-même. Quand la mastication est efficace, elle permet au cerveau de faire l'analyse des aliments. On ne mange pas par rapport à la quantité de calories, mais par rapport à une quantité de micronutriments, donc vitamines et sels minéraux. Or, pour savoir si les besoins sont couverts par les aliments, il faut que le cerveau ait le temps de les analyser. Donc c'est ce temps de mastication qui permet le contact entre les papilles gustatives et les aliments, qui envoie l'information au cerveau, qui va scanner les aliments et évaluer les quantités de ce qui est ingéré au niveau micronutriments. Donc la mastication a d'autres rôles également. Elle va favoriser la microcirculation au niveau de la bouche et du cerveau. Donc c'est important pour l'entretien du cerveau, pour vivre le plus vieux possible avec les meilleures compétences cérébrales. Elle va favoriser également la mémoire immédiate et l'entretien des dents et des gencives. C'est le meilleur acte de prévention par rapport aux caries. Et puis, c'est un véritable yoga du visage. On active toute la musculature du visage sur un des muscles les plus puissants de l'organisme qui se situe au niveau de la mâchoire, les masséter et temporales. La gymnastique faciale est importante, c'est un antiride très efficace. C'est donc une étape fondamentale de la digestion. Tout ce qui n'est pas fait à ce niveau-là ne sera pas fait autrement. Donc pour que tout ça fonctionne correctement, il faut un chef d'orchestre. Donc c'est le système nerveux autonome, car il travaille en dehors de tout contrôle de la volonté. Il y a 2 branches dans ce système nerveux autonome. La branche sympathique, qui va gérer tout ce qui est du domaine de l'action, réaction, la gestion du stress. Donc il permet d'être en activité et cette branche-là ne s'occupe pas particulièrement de la digestion. D'ailleurs, son impact sur la digestion est plutôt négatif. Le tube digestif va rester noué quand on a un gros stress. On dit souvent « j'arrive pas à avaler quoi que ce soit, il n'y a rien qui passe ». C'est normal car nous sommes en état de stress. Et la branche parasympathique, donc c'est la branche du système nerveux autonome qui s'occupe de tout ce qui est entretien de l'organisme, gestion de l'équilibre, de l'homéostasie, donc des travaux de maintenance et donc de la digestion également. Donc lui, son impact va être plutôt positif sur la digestion et il va favoriser la vascularisation du tube digestif car pour tout ce travail, pour
que tout ce travail ait lieu, il faut que les organes de la digestion soient vascularisés et irrigués correctement pour que la quantité de sang soit suffisante pour acheminer tous les matériaux nécessaires pour la production des sucs digestifs et pour les mouvements du système digestif également. Donc on ne peut pas à la fois courir et bien digérer. Il est donc important de respecter ce bon équilibre pour que la digestion se déroule dans les meilleures conditions possibles. Donc on n'a pas d'action directement sur ces deux systèmes car ils sont autonomes par définition, mais on peut décider ou pas de se mettre au repos tranquillement, de se poser pour pouvoir manger et de prendre un petit temps, quelques minutes de détente entre l'activité et le moment où l'on va manger. Comme on peut également décider de mastiquer ou pas. Manger un sandwich en continuant de travailler sur l'ordinateur n'est pas optimal pour la digestion. Cependant, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais on vient perturber la digestion en mangeant de cette façon-là. Donc le temps de repas doit être un temps de tranquillité. Ce n'est pas le moment non plus de régler les conflits avec la famille. Ce doit être un temps de détente et de relaxation. Une petite astuce également pour favoriser la bonne digestion, c'est la petite balade digestive pour activer le système nerveux parasympathique et optimiser notre temps de digestion. Donc voilà pour le chef d'orchestre du système digestif. Donc l'intestin, dans sa composante immunitaire, car il ne sert pas qu'à digérer, il a un rôle très important au niveau de l'immunité. C'est notre première ligne de défense par rapport à toutes les agressions extérieures potentielles. C'est normal car c'est la plus grande surface de l'organisme que la plupart de nos défenses soient basées à ce niveau-là. Donc nous fabriquons 2/3 de nos anticorps au niveau intestinal et nous avons au niveau de la muqueuse de l'intestin de petites amygdales équivalentes aux amygdales oropharyngées. Donc c'est un tissu de défense qui va nous servir à fabriquer nos anticorps. Donc on a également un rôle de défense grâce à l'ensemble de l'écosystème intestinal qui est constitué de 3 éléments indissociables. Donc la muqueuse elle-même avec la paroi intestinale et le mucus, le système immunitaire avec les plaques de Peyer qui sont disséminées dans la paroi intestinale et le microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale dont nous allons parler plus en détail et qui vient s'ajouter à la muqueuse intestinale qui est très fine comme du papier à cigarette, je vous le rappelle. Donc la présence de notre flore va redonner de l'épaisseur à cette muqueuse et va avoir un effet barrière par rapport aux pathogènes potentiels. Donc c'est important d'en prendre soin et ça conditionne l'ensemble de notre bonne santé. Donc la flore intestinale, qui est un organe vraiment à part entière, elle pèse aussi lourd que le foie, 1,5 kg à 2 kg, c'est quelque chose de conséquent. Elle est constituée d'environ 100 000 milliards de micro-organismes, donc de bactéries et de levures. Il y a 500 à 1000 espèces différentes. Donc nous leur offrons le gîte et le couvert et en échange, on va bénéficier de leur synthèse. Donc notre flore intestinale sait fabriquer des choses que nous ne savons pas fabriquer, comme les vitamines du groupe B ou la vitamine K par exemple. Elle va conditionner notre immunité. Par sa présence, elle va empêcher les indésirables de s'installer. Certains micro-organismes vivent en symbiose avec nous et fabriquent des substances antibiotiques. Ce sont des agents directs de nos défenses immunitaires et elles participent à l'expression de notre système immunitaire. Donc on va mettre maintenant tout ça en dysfonctionnement sans pour autant qu'il y ait encore de maladies, mais tout ça peut dysfonctionner quand on a une alimentation inadaptée, par exemple par trop de sucre rapide ou trop de grignotage. Donc les grignotages, c'est un peu comme quand on lance un programme avec la machine à laver, eh bien c'est comme si on réouvrait sans arrêt pour ajouter du linge. Donc à la sortie, nous avons le linge de départ qui est trop lavé et celui qu'on a rajouté en cours de route qui n'est pas assez lavé et du coup rien n'est réellement propre, ou c'est trop ou ce n'est pas assez, mais ça ne va pas. Et c'est pareil pour la digestion, dès que vous grignotez, on arrête le processus, on le relance et on se retrouve avec des morceaux parfois presque entiers qui arrivent au niveau de l'intestin. Donc on peut s'épuiser comme ça, c'est tout ce qui est hygiène de vie. Le stress est le pire ennemi de la digestion. Donc, car quand on est en état de stress, on reste en état de système nerveux sympathique. Donc dans la gestion de l'action, donc, on n'est pas opérationnel pour digérer correctement.
Du coup, le foie est moins bien perfusé, le système digestif est moins perfusé également. Donc on vient irriter toute cette muqueuse qui est fragile et du coup la digestion se passe progressivement de plus en plus mal. Ceci aboutit progressivement à une altération de la paroi intestinale avec ce qu'on appelle une hyperperméabilité intestinale. Donc les cellules intestinales sont reliées entre elles comme les wagons d'un train. Donc ça n'est pas complètement imperméable, c'est semi-perméable. Et on vient altérer ces jonctions qu'on appelle jonctions serrées en venant écarter les mailles du tapis. Donc on laisse passer des choses qui ne devraient pas passer et on vient s'intoxiner progressivement avec des molécules, des protéines en particulier, mal digérées. Et c'est une source d'ennui à distance, pouvant créer des douleurs à distance. Des fragments bactériens peuvent passer également et c'est une source d'allergie également. Donc pour les autres muqueuses, en particulier pour la muqueuse respiratoire, on peut avoir des allergies qui sont en lien avec une mauvaise digestion. Au niveau de la flore, on se retrouve en état de dysbiose. Donc la flore est complètement déséquilibrée. Cela donne des gaz, des ballonnements, un inconfort digestif très marqué progressivement. Et puis, comme la muqueuse intestinale est en souffrance, il y a des zones qui vont moins bien absorber les micronutriments. Et on se retrouve donc en carence. Et puis, il y a des zones qui vont laisser passer des éléments indésirables, source d'ennui à distance. Donc tout ça va entraîner une perturbation de l'immunité car nos cellules de défense vont repérer tous ces agents indésirables et vont être sollicités. Tout cela va créer une inflammation de bas grade au niveau de l'organisme, mais le point de départ est intestinal. Donc c'est un point sur lequel il faut être vigilant pour être en bonne santé. Donc, comment prendre soin de son intestin par l'alimentation ? Nous pouvons de manière très positive agir sur notre intestin en nous nourrissant correctement. Donc, pourquoi manger sainement ? Pourquoi manger des aliments bio ? Donc, en culture conventionnelle, quand une plante est nourrie par des engrais chimiques, elle pousse très rapidement. Mais quand on regarde de plus près, au niveau du sol, les plantes ont comme nous une flore spécifique. On s'aperçoit que les racines sont très pauvres et autour de ces racines, ce qui devrait être abondant, donc la flore spécifique, est peu abondante. Et si on regarde d'encore plus près, au niveau des cellules de la plante, ce sont de grandes cellules qui sont fragiles, qui éclatent facilement, qui sont remplies d'eau. Et les micronutriments qui nous intéressent pour nous nourrir, donc les vitamines et les sels minéraux, sont surtout présents au niveau extracellulaire, c'est-à-dire entre les cellules. Donc très peu assimilables pour nous, mais très assimilables pour les insectes. Tandis qu'une plante qui pousse de façon biologique au niveau du sol, de l'humus, c'est un sol de qualité, et la flore spécifique de la plante est très abondante. Et c'est cette flore qui lui permet de bien assimiler les minéraux du sol. Et quand on regarde les cellules végétales, ce sont de petites cellules très solides et les micronutriments sont surtout présents à l'intérieur des cellules. Et là, c'est bien plus nourrissant pour nous. C'est plus accessible aussi et beaucoup moins pour les insectes. Donc même en supposant que la quantité de micronutriments serait la même des deux côtés, dans un cas, on achète beaucoup d'eau, car les cellules sont très riches en eau, elles éclatent facilement, et les micronutriments ne sont plus accessibles, tandis que là, les micronutriments sont plus concentrés et ils sont bien plus biodisponibles pour nous. C'est pour ça qu'il est plus intéressant de manger des aliments sains, même s'ils n'ont pas l'estampille bio, mais qu'ils ont poussé avec une culture saine. Donc nous allons voir un peu de diététique classique avec les 3 grandes catégories de nutriments. Donc tout d'abord les glucides, donc ce sont les sucres avec 2 grandes catégories. Les sucres simples, qui sont de petites molécules, ce sont les sucres des fruits, donc le fructose, le glucose qui est le sucre sanguin. Et nous avons les sucres complexes qui sont de grosses molécules et qu'on trouve dans les céréales, les légumineuses, les pommes de terre, les fruits amylacés comme la châtaigne. Donc dans les sucres, nous classons également les fibres, la cellulose que nous ne digérons pas nous-mêmes. Ce sont nos bactéries qui vont en bénéficier. Elles sont indispensables pour notre bonne santé et notre santé intestinale, dont nous allons reparler tout à l'heure, avec l'alimentation de l'intestin.
On les trouve dans tout ce qui est végétal, donc fruits et légumes, céréales complètes, légumineuses, et elles servent de nourriture pour notre flore intestinale. Donc les fibres vont permettre d'avoir du ballast intestinal, ce qui va donner du volume à nos selles, et c'est ce volume qui va permettre de déclencher le mouvement de péristaltisme intestinal. Donc c'est un mouvement de l'intestin pour avoir une bonne évacuation. Donc cela va favoriser le transit et les fibres participent également à la régulation du taux de cholestérol. Donc dans les sucres, il est important de souligner la nouvelle classification. On parlait autrefois de sucre lent et de sucre rapide et on pensait que les gros sucres étaient systématiquement des sucres digérés lentement et les petits sucres digérés rapidement. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On parle maintenant d'index glycémique. Donc il y a des aliments à index glycémique bas, c'est-à-dire qu'ils augmentent la glycémie, qui est le taux de sucre sanguin, lentement, et des aliments à index glycémique élevé, comme le sucre de table par exemple, qui augmente très vite la glycémie. Et le fait d'augmenter très rapidement ce taux de sucre va être irritant pour les vaisseaux sanguins. Le corps ne supporte pas et du coup le pancréas va produire une grande quantité d'insuline pour faire entrer le sucre dans les cellules pour que nos vaisseaux sanguins ne soient pas abîmés par cet excès de sucre. Donc progressivement, quand on consomme trop de sucre à index glycémique élevé, on va épuiser l'organisme, on va épuiser le pancréas et puis à chaque fois on a un pic d'insuline et l'insuline c'est l'hormone du stockage. C'est elle qui nous fait prendre du poids. Quand on a un excès de sucre, on va le transformer en graisse et c'est comme ça qu'on prend du poids progressivement. Et l'insuline a aussi une autre particularité, c'est qu'elle est pro-inflammatoire. Donc elle favorise toutes les inflammations au niveau de l'organisme. Donc il est plus intéressant de privilégier les sucres à index glycémique inférieur à 50. Les lipides avec les graisses dites saturées, qu'on appelle souvent les mauvaises graisses, que l'on trouve principalement dans les graisses animales. Donc les viandes, les charcuteries, les produits laitiers. On trouve également des graisses saturées dans le monde végétal, en particulier dans l'huile de palme et dans l'huile de coco également. Et c'est leur excès principalement qui est nocif pour la santé. Le déséquilibre sera le manque de bonnes graisses, surtout, dont on va parler par la suite. Donc l'excès de graisse saturée est pro-inflammatoire et délétère pour la santé. Cela favorise toutes les pathologies cardiovasculaires, les plaques d'athérome, les excès de cholestérol. Les bonnes graisses sont les graisses insaturées, avec d'abord les monoinsaturées qu'on trouve dans l'huile d'olive, qui est très bonne au niveau hépatique. Elle va en effet faciliter l'évacuation de la bile, donc elle est bonne pour le transit. La bile sert entre autres à stimuler le transit intestinal et l'huile d'olive est une des huiles qui supporte le mieux la cuisson. Donc quand on veut faire cuire quelque chose avec de l'huile, autant aller sur cette huile-là. Et les graisses polyinsaturées, dont on est souvent carencé avec une double classification oméga 3 et oméga 6. Alors les oméga 6, on en manque rarement, car on en trouve aussi dans les produits animaux. Ce sera surtout les oméga 3 dont on va manquer, qui sont extrêmement importants pour la santé. Donc ces huiles-là ne se font pas cuire, elles se consomment crues car elles sont altérées par la chaleur. On les trouve dans le monde végétal dans les huiles de noix, de colza, de lin. Donc je vous engage à être curieux au niveau des goûts et des saveurs. Elles sont toutes différentes. Donc pour mettre dans les salades, c'est toujours sympathique de pouvoir varier sur ce plan-là. Elles sont très importantes pour la santé car régulatrices de l'inflammation. L'inflammation, c'est un mécanisme normal de défense, mais quand elle prend trop d'ampleur, on brûle de tous les côtés. Donc on a besoin de modulateurs et ce sera le rôle des graisses oméga 3. Elles viennent également équilibrer l'organisme au niveau du taux de cholestérol et des triglycérides et également au niveau de la tension artérielle et ont aussi un rôle anti-allergique. On les trouve également dans le monde animal, dans les poissons gras des mers froides. Donc chez les gros poissons, ce sont le thon et le saumon. Et chez les petits poissons, c'est tout ce qui est sardines, harengs, maquereaux. Et c'est d'autant plus important de les manger sous cette forme car les petits poissons sont beaucoup moins pollués que les gros poissons. Et les poissons savent faire des choses que nous avons du mal à faire. Ils savent allonger les oméga 3 initiaux
que l'on trouve dans le monde végétal, en acides gras EPA et DHA, qui sont extrêmement importants pour le cerveau, pour la rétine, pour les défenses immunitaires et pour les hormones également. Donc les poissons gras nous apportent directement des acides gras EPA et DHA tout prêts. Nous n'avons pas à les fabriquer nous-mêmes, donc c'est important d'en consommer. Donc voilà pour ces graisses polyinsaturées qui sont essentielles pour notre santé. Les poissons gras à ne pas oublier. Donc une catégorie de graisses qui est à limiter, c'est celle-là, c'est les graisses trans qui sont vraiment délétères pour la santé. Ce sont toutes les graisses qui ont été transformées, chauffées dans l'industrie agroalimentaire. Donc une graisse qui était une bonne graisse au départ va changer de forme. Les acides gras polyinsaturés vont être transformés. Ils vont adopter une forme qui va être non utilisable par l'organisme en passant d'une forme cis à une forme trans. Et c'est comme une clé que l'on va déformer. C'est toujours la même clé sur le plan quantitatif, mais qualitativement, on ne pourra plus ouvrir la serrure. Et c'est ce qui se passe pour les aliments chauffés à ultra haute température. Donc cette forme est délétère pour la santé, elle est pro-inflammatoire et vient encrasser l'organisme. Notre corps ne sait pas quoi en faire, donc c'est ce qu'on va trouver dans la plupart des margarines, dans tout ce qui est viennoiserie, biscuits, tous les aliments industriels. Donc à limiter, si on en mange une fois occasionnellement, ce n'est pas grave. Si c'est la base de l'alimentation, c'est beaucoup plus ennuyeux. Donc encore une fois, non seulement on n'a pas les bonnes graisses pour assurer notre construction, mais en même temps, on vient encrasser l'organisme. Donc les protéines sont à la fois présentes dans le monde animal et dans le monde végétal. Donc elles servent à notre propre construction et à fabriquer nos hormones, nos enzymes et nos anticorps. Donc dans les protéines animales, nous avons les viandes, le poisson, les œufs et les produits laitiers. L'œuf est la protéine la plus complète. Les protéines sont constituées d'un ensemble de briques, les acides aminés. Donc 8 de ces acides aminés sont dits essentiels, c'est-à-dire que nous ne savons pas les fabriquer, donc nous avons besoin de les trouver à l'extérieur, donc dans notre alimentation. Et pour les assimiler correctement, il est souhaitable qu'ils soient présents dans des proportions bien définies. Or, dans l'œuf, les protéines sont complètes. Elles présentent tous les acides aminés essentiels dans les bonnes proportions. Donc la protéine de l'œuf est assimilable à 100%, comme celle du soja dans le monde végétal. L'œuf peut se manger tous les jours, il n'y a pas de surdosage en œuf. C'est un aliment très digeste, riche en bonnes graisses, en antioxydants, donc autant en bénéficier le plus possible. La viande, si vous en mangez 1 à 3 fois par semaine, il n'est pas nécessaire d'en consommer matin, midi et soir. Le poisson est également une source intéressante de protéines, 2 à 3 fois par semaine. Et puis pensez au fameux poisson gras des mers froides pour bénéficier des bonnes graisses oméga 3. Nous allons détailler un petit peu l'œuf, protéine complète qui apporte en plus des oméga 3 et des antioxydants. Donc pour être pleinement assimilé, l'œuf doit être mangé de préférence à la coque, car le blanc est plus assimilé quand il est cuit, et par contre pour le jaune, il est préférable de le garder cru. Donc la qualité des œufs est quelque chose de très important. Sur la coquille, il y a plein d'indications. Il y a d'abord un chiffre, puis les lettres correspondant au pays. Donc FR signifie pondu en France, et le chiffre juste avant indique la façon dont la poule qui a pondu cet œuf a été élevée. Donc 3, le chiffre 3, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est un véritable camp de concentration pour les poules. Ce sont 18 poules par mètre carré, c'est impensable, c'est une atrocité. 2, ce n'est pas tellement mieux, ce sont 9 poules au mètre carré, c'est épouvantable aussi. Donc en fait, il faudrait que les œufs soient toujours consommés avec le chiffre 0 ou 1. Car 1 signifie que les poules ont été élevées en extérieur avec 2 mètres carrés et demi par poule. Elles ne mangent pas bio, mais ce n'est pas très grave car elles sont en extérieur. Et 0, ce sont les mêmes conditions correctes et en plus, elles mangent bio. Donc tout ce que mange l'animal se retrouve dans l'animal. Et tout ce qu'on lui a fait subir se retrouve aussi dans l'animal. Donc toutes les hormones du stress, le consommateur va les consommer. Donc c'est un juste retour de bâton. On trouve assez facilement des œufs 0 ou 1,
même dans les grandes surfaces, à des prix corrects. Donc je vous engage à être vigilant là-dessus, aussi bien pour vous-même que pour le bien-être de l'animal. Donc on trouve les protéines végétales dans les céréales, les légumineuses, les oléagineux, dans les champignons et les algues également. Donc pour bénéficier de la façon la plus optimale possible, on peut les combiner dans un même repas ou sur une même journée. Donc les céréales et légumineuses sont carencées l'une et l'autre en certains acides aminés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont complémentaires. Donc les céréales comprennent le riz, les pâtes, la semoule. Et les légumineuses, ce sont les lentilles, les pois chiches, les petits pois. On les retrouve dans tous les plats traditionnels comme le couscous qui contient la semoule et les pois chiches. Le mélange lentilles et riz qui est bien connu également, etc. Donc dans la tradition, on a toujours su qu'il fallait les utiliser de façon complémentaire. Donc si on ne peut pas les garder au même repas, ce n'est pas grave. La science moderne a démontré que ça restait complémentaire sur une même journée. Donc si vous mangez par exemple du riz à midi, vous pouvez manger des lentilles le soir, ça se complétera aussi. C'est bien de le savoir car c'est encore moins contraignant comme ça. On trouve également des protéines dans les champignons et dans les graines telles que les noix, les amandes, qui sont une bonne source de protéines et de graisse en même temps. Et puis en petite quantité dans les algues également, qui sont elles-mêmes très riches en sels minéraux, donc ça permet de varier. Donc le maître mot sera de varier les choses, surtout pour les personnes végétariennes et véganes même. Donc nous allons voir maintenant les choses plus spécifiques de l'intestin, comment optimiser la santé de l'intestin par l'alimentation. Donc chaque repas va influencer directement ce qui se passe au niveau intestinal et en particulier au niveau de la flore. Donc tout ce qui est additifs, pesticides, tout ce qui est inutile pour nous va venir impacter directement la muqueuse de l'intestin. Donc tous les excès de sucre également, d'aliments raffinés, vont favoriser les déséquilibres de la flore intestinale. Les excès de protéines, les excès de mauvaise graisse et les manques ou carences en bonne graisse, le manque de mastication également, tout cela va impacter directement l'intestin. Le stress est également un grand pourvoyeur de troubles digestifs. Les gens qui ont des ulcères le savent bien. Les ulcères de l'estomac sont toujours en lien avec le stress. Donc ça vient impacter directement la digestion et la muqueuse digestive dans son ensemble et intestinale en particulier. Et cela vient favoriser la fameuse hyperperméabilité intestinale. Donc l'hyperperméabilité intestinale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les cellules de l'intestin vont s'écarter et laisser passer des éléments indésirables. Et cela va favoriser le déséquilibre de la flore intestinale. Donc du coup, cela favorise également les troubles immunitaires. Donc les aliments à privilégier pour avoir un intestin en bonne santé. Tout d'abord au niveau de l'intestin grêle, c'est la partie où va avoir lieu l'absorption des nutriments et des micronutriments et des molécules simples. Donc cette muqueuse a besoin d'une grande quantité de glutamine. C'est un acide aminé important pour la constitution des entérocytes, c'est-à-dire des cellules intestinales, pour leur renouvellement. Donc chaque cellule se renouvelle tous les 3 jours. Donc il y a de gros besoins en glutamine. On a besoin de 3 grammes par jour. Et on va la trouver dans les œufs. Les œufs sont vraiment des aliments très intéressants pour leurs protéines, leurs acides gras essentiels et la glutamine pour l'intestin. Tout ce qui vient de la mer également, les fruits de mer, les poissons. Et au niveau de la viande, le poulet contient beaucoup de glutamine. Tout ce qui est légumineuse aussi, les lentilles, les pois chiches, les petits pois. Les oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes. Les épinards dans les légumes verts. Et on trouve également la glutamine dans certaines plantes condimentaires ou aromatiques telles que le persil. Et puis également dans quelque chose qui est moins souvent utilisé, c'est la caroube qu'on trouve réduite en poudre. C'est une cosse comme les fèves de cacao. On la trouve dans les magasins diététiques. On peut s'en servir pour faire des desserts. C'est une sorte de succédané de chocolat.
Ça rappelle un peu le goût du chocolat, on peut la saupoudrer dans les aliments aussi et on peut s'en servir pour confectionner les entremets ou pour en rajouter dans une compote ou un yaourt. Et elle est très riche en glutamine. Donc ça, c'est une base pour l'intestin grêle, pour la constitution de sa muqueuse elle-même. L'intestin a particulièrement besoin de bonnes graisses également, les fameuses oméga 3 qu'on va retrouver dans les huiles de noix, de colza, de cameline. Au niveau des oléagineux, noix, noisettes, amandes, et puis bien sûr au niveau des poissons sauvages qui savent, eux, fabriquer en grande quantité les fameux EPA et DHA. Ce sont des acides gras à longue chaîne, extrêmement importants et parfois difficiles à fabriquer. Avec l'âge, la fatigue, on est moins performant dans cette fabrication, donc il est important d'en amener directement dans l'alimentation. Et ce sont surtout les poissons sauvages des mers froides qui nous les fournissent. On va voir maintenant les aliments de la muqueuse du côlon, le gros intestin. Donc, il a besoin, lui, de butyrate pour avoir une bonne constitution de ses colonocytes, donc les cellules du côlon. Donc, les sources de butyrate vont être les aliments riches en fibres, tels que les fruits et légumes. À partir de leurs fibres, la flore intestinale va fermenter ces fameuses fibres et va fabriquer le butyrate qui va être utile pour l'entretien de la muqueuse du côlon. Et on va également trouver une source de butyrate au niveau du beurre cru de préférence. Donc pour les personnes qui consomment des produits laitiers, consommer du beurre cru en petite quantité, c'est tout à fait bénéfique pour la muqueuse du côlon quand c'est bien toléré. Et puis l'autre aspect, ce sera au niveau de la flore intestinale. Il faudra à la fois la nourrir et l'entretenir correctement. Donc tous les aliments riches en prébiotiques. Prébiotiques, c'est avant la vie, avant la flore elle-même. Donc ça va être des aliments nourriciers pour notre flore. On revient de nouveau sur les fibres. Donc la cellulose des fruits et légumes. Tous les fruits et légumes contiennent des fibres. Il y en a qui sont particulièrement importantes. Donc un type de fibre, par exemple, c'est l'inuline, qui vient nourrir notre flore intestinale et que l'on trouve en grande quantité dans les endives en particulier. Donc les endives sont très bonnes pour l'intestin et viennent nourrir notre flore intestinale. Et puis tous les aliments riches en potassium qui vont favoriser la bonne flore intestinale, en particulier les légumes verts qui sont à la fois riches en fibres et en potassium. Donc cela vient nourrir la bonne flore et en plus le potassium vient favoriser un bon transit intestinal. Donc à privilégier aussi quand il y a un engorgement, quand on crée des fermentations et on vient déséquilibrer la flore. Et puis dans les aliments prébiotiques qui viennent nourrir notre flore intestinale, on pense moins aux amidons résistants. Donc l'amidon, c'est un glucide, il fait partie des sucres. Et il est résistant au suc digestif, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons le digérer par nos propres enzymes digestives, mais c'est la flore intestinale qui va se charger de les digérer, comme pour la cellulose. Elle va se nourrir et cela va favoriser l'installation de la flore de bonne santé. C'est le cas donc de la pomme de terre et du riz quand on les fait refroidir. Quand on les mange chauds, non seulement l'index glycémique est élevé, c'est-à-dire que cela fait monter rapidement la glycémie, mais on n'aura pas d'amidon résistant. Donc c'est ce qui nous intéresse dans ce cas-là. Quand on les laisse refroidir, par contre, quand on les mange en salade par exemple, l'index glycémique est plus bas et on est moins sollicité sur le plan du sucre et de la gestion de l'insuline. Donc ça fait aussi moins grossir et en plus l'amidon va cristalliser, change de structure chimique et du coup ce ne sont plus nos enzymes à nous qui vont le digérer, mais ce sera la flore intestinale qui va en bénéficier. La banane a cette propriété-là aussi, surtout quand elle est peu mûre. Et puis, encore une fois, on retrouve les légumineuses, principalement les lentilles et les haricots blancs, à bien mastiquer bien sûr. Dans le pain, ce sera de préférence le pain de seigle, qui a cette qualité d'apporter un amidon résistant. Et puis les champignons. Tous les champignons ont cette composante-là d'amidon résistant. Donc l'index glycémique est bas et cela va nourrir notre bonne flore. Donc les champignons ont en plus une autre particularité,
c'est que les dernières études montrent qu'ils sont en plus bénéfiques pour le cerveau. Donc tant qu'à faire, autant prendre soin de notre intestin, qu'on appelle aussi le deuxième cerveau, et prendre soin du cerveau lui-même par la même occasion. Donc pour avoir une bonne flore intestinale, une flore bien nourrie, les prébiotiques seront les fibres et les amidons résistants. Donc je vous engage à être vigilant et à les consommer en quantité suffisante dans votre alimentation. Et puis au niveau de la flore, on peut l'enrichir directement en aliments probiotiques. Donc ce sont des micro-organismes qu'on va apporter par l'alimentation. On les connaît plus sous la forme de compléments alimentaires, les probiotiques en gélules. Mais on peut trouver les probiotiques naturellement dans certains aliments. Donc chaque aliment a sa propre flore et cette flore a la capacité de prédigérer les aliments. C'est ce qu'on appelle les aliments lactofermentés et le chef de file, c'est la choucroute. Donc il s'agit de la choucroute crue et pas de la choucroute bien cuite avec le vin blanc et les saucisses. On peut préparer des aliments lactofermentés également avec d'autres légumes, avec du concombre, des radis noirs, des carottes ou des betteraves qu'on trouve en grande variété tout près dans les magasins bio. Mais on peut aussi les préparer soi-même. Donc ça se prépare avec de l'eau salée tout simplement. On laisse fermenter naturellement dans un bocal hermétique. Donc lacto ne vient pas du terme lait, mais cela vient de lactique, parce qu'il y a une production d'acide lactique. C'est une fermentation de type lactique par les micro-organismes. Les olives, par exemple, sont prédigérées. Les olives crues ne sont pas consommables en l'état. Elles doivent donc être prédigérées par les micro-organismes au préalable. Donc c'est le microbe qui va travailler l'aliment grâce à cette lactofermentation. Donc les capres également, le miso, le tamari pour ceux qui connaissent, c'est une sauce de soja lactofermentée. On peut s'en servir en remplacement du vinaigre, c'est plus intéressant pour la muqueuse intestinale. Ensuite, tous les produits laitiers, yaourt, fromage, kéfir de lait sont des produits lactofermentés et donc qui contiennent des probiotiques de façon naturelle. Et puis on peut préparer des boissons riches en probiotiques comme le kéfir de fruits ou le kombucha qui est fait à partir du thé noir avec du sucre et une mer de vinaigre. C'est un champignon qui va transformer le sucre et va le consommer pour enrichir la boisson en vitamines et en probiotiques également. Donc on trouve des recettes sur internet, ça donne une petite limonade naturelle. Ça peut être sympa de préparer ça avec les enfants et c'est une bonne variante par rapport au soda industriel et c'est bénéfique pour la santé. Donc les probiotiques, selon les écoles, on considère qu'ils s'installent ou pas dans l'intestin. Mais en tout cas, ce qui est sûr dans les études qui émergent, c'est qu'ils vont pour la plupart rester là temporairement. Et non seulement ils vont nous apporter leurs propriétés anti-allergiques et antibactériennes intéressantes en prévention des pathologies hivernales, mais ils vont aussi stimuler la bonne flore déjà présente et éviter le développement d'une flore indésirable. Donc un petit rappel pour un intestin en bonne santé. Limiter la junk food, c'est-à-dire l'alimentation industrielle, le sucre raffiné. Si c'est occasionnel, ce n'est pas grave. Si c'est récurrent ou quotidien, c'est plus ennuyeux. Quand on est jeune, on digère mieux, mais au fil du temps, on est moins performant, on digère moins bien, on digère moins bien, donc inutile d'attendre pour se préoccuper de notre santé, de notre intestin. Donc des aliments le plus sain possible, des aliments riches en fibres pour un bon transit intestinal et une bonne flore bien nourrie. Et des aliments riches en bonnes graisses pour l'intestin, riches en vitamines et en butyrates. Voilà, c'est quelque chose d'essentiel et on terminera sur ce proverbe populaire asiatique qui dit qu'un homme sage est un homme dont l'intestin fonctionne bien. Donc la science avance de plus en plus pour montrer l'importance de l'intestin pour notre santé. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur l'intestin, son immunité et son alimentation. Et si vous souhaitez davantage d'informations sur une vie saine, nous vous proposons également de nous rejoindre sur notre web magazine
qui est là à disposition également avec une multitude d'informations et d'enseignements. Et bien voilà, c'est la fin de ce deuxième exposé. Je vous donne donc rendez-vous demain soir pour notre troisième session au cours de laquelle nous parlerons de l'alimentation saine. Bonne soirée!